Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire autour de l'IA générative. On est très heureux de vous retrouver. Donc, c'est une série de webinaires organisés par Rhythm autour de l'utilisation de l'IA générative par les scientifiques. Donc, merci à tous d'être si nombreux. On est très content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire aujourd'hui dédié à une approche plus transversale et moins verticalisée sur un métier en particulier scientifique, mais plutôt sur comment diffuser l'IA générative dans ses pratiques scientifiques, dans son organisme, dans son laboratoire. L'idée, c'est de comprendre quelles sont les étapes, quels sont les jalons et les bonnes pratiques pour, eh bien, pas à pas, diffuser l'IA dans ses pratiques. Alors, au sommaire du, au sommaire du jour, on va faire un petit état des lieux sur l'IA. Voilà, c'est quoi l'IA, de quoi on parle, et aujourd'hui, comment l'IA est utilisée dans les milieux scientifiques. Puis, on va rentrer dans la pratique. Voilà, comment s'initier à l'IA générative, comment, et on verra que c'est très important, devenir un référent IA, et puis être celui qui va être moteur, parce que pour que l'IA se diffuse dans les pratiques, il faut qu'il y ait des moteurs. C'est un point très important. Hem Et enfin, comment aller vers ce qu'on a appelé devenir un ambassadeur IA, comment aller vers une intelligence collective qui permet à l'IA de se diffuser à travers des pratiques, à travers des outils, au sein de son organisme, au sein de son laboratoire. Donc, on finira par les questions-réponses. Vous pourrez poser des questions tout au long du webinaire dans le chat. Normalement, vous y avez accès, et on pourra répondre à vos questions en fin de webinaire. Les micros sont tous coupés, voilà, pour pas qu'on soit pollué par des respirations ou autres bruits de fond. Mais encore une fois, le chat est disponible pour poser les questions. Alors, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Clément Kahn, qui va intervenir auprès de moi pour animer ce webinaire, que je vais laisser se présenter. Clément, tu es en mute, a priori. Oui, excusez-moi. Bonjour à tous, merci Vincent. Bonjour à tous, donc oui, Clément Cahen, je suis ingénieur de formation, reconverti dans l'ingénierie pédagogique il y a maintenant quelques années. Et je m'intéresse, et plus que ça, je m'engage, je dirais, auprès de Rythme et d'autres organismes sur des formations à l'IA générative et comment celle-ci peut aider finalement les chercheurs, les scientifiques dans leur travail du quotidien. Donc aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de vous montrer un petit peu tout ce qui a été développé et puis des bonnes pratiques, je dirais, autour de l'intégration de l'IA générative dans les pratiques scientifiques. Merci beaucoup, Clément. Et donc moi, je suis Vincent Écollant. Certains d'entre vous me connaissent peut-être puisque j'œuvre chez Rythme depuis quelques années maintenant. Donc Rythme, pour rappel, ou pour ceux qui ne nous connaissent pas, on accompagne les scientifiques depuis 35 ans sur l'utilisation des logiciels et des nouvelles technologies en général. Et donc on forme notamment les scientifiques à l'utilisation des nouvelles technologies, comme par exemple l'IA générative. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, petit état des lieux avant de parler des bonnes pratiques, pour savoir déjà de quoi on parle, puisque quand on parle d'IA, parfois c'est un mot un peu fourre-tout, on a du mal à s'y retrouver. On peut classifier l'IA en deux grands types, hein. Il y a différentes façons de classer l'IA, mais une approche qui est simple à comprendre, c'est la classification de l'IA, d'une part avec l'IA prédictive, une IA qui en fait a connu une progression linéaire sur les dernières décennies, qui est utiliser des données passées pour modéliser des événements futurs et comprendre anticiper des événements futurs. C'est très utilisé, par exemple, dans les laboratoires pour faire de la maintenance prédictive. C'est également utilisé pour faire de la découverte de molécules en s'appuyant sur les données existantes. Bref, c'est un type d'IA que les scientifiques connaissent en général très bien. Et ensuite, on a l'IA générative, qui est cette nouvelle, je dirais, entre guillemets, nouvelle technologie, en tout cas, qui a connu un très gros essor il y a 3 ans avec l'arrivée de ChatGPT et qui offre de nouvelles perspectives aux scientifiques puisqu'elle permet plein de nouvelles applications. Et donc l'IA générative, là, on parle de modèles qui sont entraînés sur un grand nombre de données et qui permettent, grâce à ces entraînements, de générer de nouvelles données. Et donc générer du texte, générer des vidéos, générer du code, faire de la synthèse de texte. On va y revenir, mais il y a beaucoup d'utilisation de cette IA générative. Voilà, c'est important de bien comprendre qu'il y a ces deux différentes technologies. Aujourd'hui, on va parler d'IA générative principalement, puisque c'est, encore une fois,
à l'échelle des décennies, une nouveauté ou en tout cas une technologie qui a connu une très forte croissance ces dernières années. Alors justement, l'IA générative, quel usage en ont les scientifiques aujourd'hui? On va donner quelques exemples pour être très concret. Un usage qui revient très souvent, qui est peut-être l'usage le plus utilisé, c'est la création de contenu. Donc, les scientifiques vont utiliser de l'IA générative pour aider à rédiger des articles. Ça peut être des articles scientifiques, ça peut être un assistant pour la rédaction d'articles scientifiques, mais aussi des comptes rendus, des résumés, des notes, bref, de la création de contenu de textes scientifiques. Un deuxième grand usage, c'est tout ce qui est veille scientifique. L'IA générative est de plus en plus utilisée pour prompter, pour rechercher des publications scientifiques, pour aller rechercher dans du contenu, pour comparer. Ceux qui connaissent NotebookLM, l'outil NotebookLM connaissent bien cet usage-là, comparer différentes publications, comprendre entre différentes publications où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'on peut proposer de nouveaux axes de recherche, bref, pour aller exploiter du contenu scientifique. Un autre usage qui est très répandu dans les milieux scientifiques, et je pense qu'une grande partie d'entre vous le savent et ou l'utilisent, c'est un assistant pour le codage, puisque des IA génératives permettent de proposer des scripts, que ce soit des scripts pour faire de la statistique avec R, Python, pour développer des plugins d'analyse d'images sur Imagy, bref, un assistant pour coder. Et ça, c'est aussi un usage qui est très intéressant, puisqu'aujourd'hui, avec quelques bases, on peut coder des choses très complexes. Et enfin, et c'est important d'en parler, c'est aussi et d'abord d'ailleurs un outil de productivité du quotidien transversal, pas forcément que pour les scientifiques. Voilà, je pense que c'est l'utilisation la plus commune qu'ont les différentes personnes et les différents utilisateurs de l'IA générative pour des tâches administratives rébarbatives, pour un outil de brainstorming, pour faire des transcriptions et des comptes rendus. Bref, comme un outil du quotidien qui permet, quand on l'utilise bien, de gagner un temps précieux sur ces tâches. Donc voilà des grands usages pour donner des exemples très concrets de comment elle peut être utilisée l'IA générative. Mais là encore, ce sont quelques exemples. Les possibilités sont quasiment infinies sur l'utilisation de l'IA générative en fonction de ses activités, en fonction de ses types de recherche. Et donc tout ça, c'est encore à explorer et à creuser. Avant de passer la main à Clément, quelques... hop, voilà. J'ai l'impression, voilà, parfait. Un ou deux chiffres pour donner des tendances. Un diagramme qui est très parlant, qui est très intéressant, c'est le test GPQA Diamond, en fait, qui teste des IA génératives sur des raisonnements scientifiques en chimie, en bio, en physique, relativement complexes. Et on voit en fait la courbe qui est la réponse des modèles d'OpenAI, donc qui crée ChatGPT euh, sur ses performances. Et ce qu'on voit, et c'est très intéressant, c'est que depuis très récemment, fin 2024, début 2025, les derniers modèles d'OpenAI sont autant performants, voire plus performants que des humains sur ces tâches scientifiques complexes. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est plus un gadget, l'IA générative, ça n'est pas du tout un gadget, mais c'est réellement un assistant qu'on peut avoir dans ses activités scientifiques pour nous aider sur des tâches plus ou moins complexes. Un autre chiffre qui est très intéressant, c'est 93%. C'est le nombre d'entreprises qui, aujourd'hui, explorent très activement des solutions d'IA générative. Donc, on voit que globalement, tout le monde s'y met. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de mettre ce chiffre en perspective avec celui-là, à savoir 30% seulement, 30% des projets d'intégration de la générative qui sont abandonnés avant aboutissement. Donc on voit que déjà, avant même la fin du projet, les projets sont abandonnés. Donc il y a réellement une nécessité de structurer sa démarche quand il s'agit d'intégrer l'IA générative dans son organisme et dans ses pratiques, et qu'il y a des jalons à respecter pour optimiser eh bien, l'utilisation de l'IA dans son organisme ou dans ses pratiques. Voilà pour l'introduction et les quelques chiffres. Maintenant, on va passer au concret, au vif du sujet, et on va voir quelles sont justement ces bonnes pratiques et quelles sont les différentes étapes pour intégrer l'IA générative dans son organisme et dans ses pratiques. Mais juste avant, une petite question, un petit sondage, voilà, qui nous permet de comprendre un petit peu qui participe à ce webinaire. Vous devez normalement le voir apparaître à l'écran. Votre organisation a-t-elle déjà intégré l'IA dans ses activités? Donc, est-ce que c'est oui, via une formation assez générique? Oui, via une formation plus spécifique au métier scientifique, veille, rédaction, etc. Voire oui, on a carrément intégré un outil au niveau global de l'entreprise, type Mistral, ChatGPT, un outil interne ou autre, ou alors non.
sachant que c'est normalement une réponse à choix multiple. Vous pouvez répondre à différents points de ce sondage. Donc voilà, prenez le temps de répondre. Normalement, on devrait voir les résultats s'afficher à l'écran dans quelques secondes. Alors, je ne vois pas les résultats. Ça y est, ils apparaissent. Ok, donc un peu plus de la moitié d'entre vous ont répondu non. Ok, donc très intéressant. Pas encore formé du tout à l'IA générative. Donc, vous êtes au bon endroit en tout cas pour comprendre comment lancer votre projet d'intégration ou ne serait-ce que vous former. Et on voit qu'il y a quand même 30% qui ont intégré au niveau global un outil. C'est quand même un chiffre intéressant. Ça veut aussi dire qu'il y a sûrement, il y a peut-être des personnes qui ont intégré un outil mais qui ne sont pas encore formées. Ça peut aussi arriver. On va y revenir, mais la formation est très importante puisque c'est une nouvelle technologie qui doit être maîtrisée. Très bien. Bah, parfait. Merci à tous d'avoir répondu. Et puis, je vais me laisser la parole à Clément qui va nous expliquer un petit peu les différents jalons pour intégrer l'IA dans ses pratiques. Merci Vincent pour cette introduction. Donc dans les 20-25 prochaines minutes, l'idée c'est de faire un petit point d'étape sur ce qu'est l'IA générative. Alors, on va pas faire que du descendant et du magistral pendant 25 minutes. L'idée, c'est de vous montrer en trois grandes parties, je dirais, comment se former à l'IA générative. Qu'est-ce que c'est l'IA générative dans un premier temps? Comment s'y former? Et puis après, un petit peu plus loin, Vincent en a parlé au tout début de son introduction, c'est finalement, une fois qu'on a passé ce stade-là, comment finalement déployer une espèce de culture de l'IA générative dans l'entreprise et comment aller sur des implémentations plus stratégiques de l'IA générative avec, voilà, on vous fera des retours d'expérience, on vous montrera un petit peu ce qu'il est intéressant, selon nous, de mettre en œuvre pour dépasser ce stade de formation initiale, je dirais. Bon, toutefois, la première chose qui est importante, c'est bien entendu de se former à ce que j'appelle les fondamentaux de l'IA générative, c'est-à-dire comprendre finalement ce que c'est que ce qu'on appelle régulièrement la boîte noire au JT de France 2. Je vais le faire très rapidement, ici en 5 minutes, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de vous donner les grands principes de ce qu'est l'IA générative, aller un peu plus loin que ce que vous a dit Vincent au tout début. Alors bien sûr, il y a deux types d'IA, prédictive, générative, on va se focaliser aujourd'hui sur la générative. Bon, l'IA générative, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte noire, et dans cette boîte noire, il y a deux grands trucs importants. Il y a d'un côté des algorithmes, des fonctions mathématiques, et de l'autre des données d'entraînement. Les algorithmes, ils servent un but, un objectif. ChatGPT, pour citer que lui, mais ils fonctionnent tous de la même manière, son objectif, c'est de faire de la complétion de phrases. Pour faire ça, il a été entraîné sur des données d'entraînement, et sur énormément de données d'entraînement. GPT 3.5, par exemple, c'est une quantité de texte qui prendrait à un être humain entre 20 et 30 000 ans à lire sans dormir, sans manger. Donc, c'est des quantités de textes qui sont énormes, qui sont collectés en général sur Internet. On y reviendra parce que ça pose quelques petits soucis. Mais voilà, l'idée, c'est d'entraîner ces algorithmes sur des textes qui ont été rédigés majoritairement par des humains pour donner à ces systèmes et à cette boîte noire une capacité d'échange avec nous en langage naturel. Donc, intelligence artificielle, il n'y a pas grand-chose d'intelligent. Globalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est une super calculatrice qui fait que des calculs de probabilité d'occurrence du mot suivant. On écrit une phrase, on écrit une requête, on écrit un prompt, ce qu'on appelle voilà, l'entrée utilisateur, et en fonction des algorithmes et en fonction de ce que le système va calculer par rapport aux données qui ont servi à l'entraînement du modèle, eh ben, il va ressortir un listing de probabilités pour le mot suivant. Il va sélectionner un des mots les plus probables, il va le renvoyer au début de la machine, etc., etc. Il va faire un espèce de calcul itératif comme ça pour compléter de manière itérative sa réponse et compléter votre phrase. Donc bien sûr, les mots les plus probables vont majoritairement ressortir. Je prends souvent l'exemple de la phrase suivante, hein. Si on demande à ChatGPT, complète la phrase suivante, le chat mange des, vous avez de grandes chances d'avoir, je sais pas, 99% de chances d'avoir croquette, 0,9% de chances d'avoir pâté, et 0,0000001% de chances d'avoir vidéoprojecteur. La probabilité n'est pas égale à zéro, il y a toujours une probabilité d'avoir ce mot, bien sûr elle est très faible, mais c'est intéressant d'avoir en tête que finalement ces systèmes ne font que des calculs. Ce qui est important dans ce que je viens de dire également, c'est que les données d'entraînement, bon, elles viennent d'Internet, majoritairement, c'est des textes qui ont été récupérés majoritairement sur Internet. Bon, vous savez comme moi que sur Internet, on ne trouve pas que des choses bien, donc il faut faire
faut être très précautionneux parce que ça peut avoir comme conséquence de donner finalement des sortes de, enfin, ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, c'est pas des erreurs de calcul, c'est juste que le système va pousser une réponse qui est humainement incorrecte. Les données d'entraînement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas une base de données avec laquelle dans laquelle on va pouvoir aller piocher des infos, hein. Les données d'entraînement, elles ne servent qu'à entraîner un modèle à discuter avec nous de manière naturelle. Donc cette capacité d'échange avec nous, humains, c'est ces fameuses données d'entraînement qui vont le fournir au modèle. Mais il faut pas imaginer finalement que ChatGPT, c'est l'encyclopédie universalis, c'est qu'on va piocher des infos à l'intérieur. Ça fonctionne pas du tout de cette manière-là, et les données d'entraînement sont pas faites pour ça. Et donc ça nous amène au point suivant, c'est important de distinguer ce qu'on appelle un moteur de recherche et un moteur de réponse. Moteur de recherche, vous en connaissez tous, Google pour ne citer que lui, mais il en existe plein d'autres. Ces moteurs de recherche, qu'est-ce qu'ils font? Vous mettez une requête, vous avez un listing de liens que vous allez pouvoir consulter pour trouver la réponse qui vous sied le mieux. Le ChatGPT et tous ses copains, c'est des moteurs de réponse. C'est-à-dire que eux, ils fonctionnent pas du tout comme un moteur de recherche, et ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent de la réponse. Bonne ou pas bonne, au sens humain du terme, peu importe, ce qu'il fait, c'est qu'il génère des mots, il génère des réponses. Donc c'est pas du tout la même chose. Il faut pas du tout utiliser les IA d'une certaine manière comme des moteurs de recherche, en tout cas les IA traditionnels comme ChatGPT par exemple. Ce qui nous amène au point suivant, c'est que c'est très important quand on utilise ces systèmes de bien définir nos requêtes, ce qu'on appelle les prompts. Plus nos requêtes vont être précises, pertinentes, contextualisées, plus on a de chances d'avoir à la sortie des réponses qui soient précises, pertinentes et adaptées à votre requête initiale. Donc le prompt, c'est pas très compliqué à comprendre, hein, c'est juste l'idée de contextualiser sa requête le plus possible, de donner des informations éventuellement qu'on a nous-mêmes humains sourcées pour que l'intelligence artificielle générative s'appuie dessus et puisse apporter une réponse qui soit pertinente et cohérente. Donc, en fait, voilà, le prompt engineering, on en entend beaucoup parler, mais concrètement, voilà, c'est pas très très compliqué, et l'idée, c'est vraiment de définir au maximum ces entrées. Ce qui nous amène aux deux points suivants, c'est que finalement, pour bien maîtriser l'IA, il faut maîtriser le prompt, il faut connaître un petit peu et comprendre comment ça marche dans le cœur de la machine, mais il faut surtout bien savoir définir finalement ces requêtes pour avoir des réponses qui sont pertinentes, et il faut surtout avoir ce que j'appelle la balance intelligence artificielle, intelligence humaine. Vous, être humain, c'est vous qui êtes, c'est vous qui gérez de l'intelligence artificielle. C'est vous qui l'utilisez, donc c'est vous qui avez la main sur ce qui va rentrer dans la machine via votre prompt, et c'est vous qui, à la sortie, doit poser un regard critique sur ce qui est généré par l'IA, parce que c'est pas totalement, enfin c'est pas tout le temps vrai, il peut y avoir des erreurs, des hallucinations. Bon, voilà pour les fondamentaux de l'IA générative en 5 minutes. Pour vous faire une petite démonstration de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'IA générative en recherche et en veille scientifique, on va prendre un petit exemple assez rapide. Alors, toutes les vidéos que vous allez voir ici, je vais vous les mettre à disposition, donc vous les aurez. La vidéo ici dure 7 minutes, on va pas passer au travers des 7 minutes, mais je vais vous montrer quelques outils qui, moi, me paraissent pertinents et intéressants pour des usages dans le monde de la recherche et de la veille. Ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est un outil qui s'appelle Consensus. Consensus, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil, certains d'entre vous, je suis sûr, connaissent déjà cet outil, hein. C'est un outil de recherche d'articles scientifiques. Donc, c'est un outil qui existait avant l'IA générative, hein, mais qui a rajouté des fonctionnalités d'IA générative par-dessus. Et en gros, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser des fonctionnalités d'IA générative pour aller rechercher des articles. Donc ici, par exemple, on a une requête qui a été demandée à Consensus, hein, quels sont les impacts de l'IA générative sur l'apprentissage de nouvelles connaissances. Et puis je vais mettre des filtres en disant, bah voilà, je cherche des articles de telle année, qui ont été sortis dans tel ou tel journaux, qui sont en accès libre, etc., etc. Donc j'applique des filtres, je vais lancer la recherche, et là ce que vous allez voir, c'est intéressant, c'est que dans des systèmes classiques, vous avez en général un grand listing de documents qui va vous être mis à disposition. Ici, ce que vous voyez, c'est que le système, en fait, il va sélectionner des sources. Vous voyez 20 sources ici, juste en dessous de mon prompt, hein, donc hop, juste là. Et ce que vous voyez en réalité, c'est que le système a fait par lui-même une analyse de ce qu'il considérait comme étant le plus pertinent, en se basant sur 20 sources différentes. Il a fait un premier travail de résumé, de comparaison de ces 20 sources pour répondre à la question que je lui ai posée. Et il m'a mis à disposition à chaque fois, pour chacun des points qu'il a donnés, il a argumenté en réalité en disant, bah voilà, tel argument, je l'ai trouvé dans tel article, tel article, tel article, tel article. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir se dire, bah voilà, les articles ont été sourcés, on a utilisé ces articles d'une certaine manière pour avoir des informations qui sont a priori plus justes.
Et moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est de me dire, OK, comment je peux derrière utiliser ces articles pour, scientifiquement parlant, ou dans mon métier, en faire quelque chose. Et là, ce qui est vachement intéressant avec cet outil, c'est que bah, cet outil il est très bon pour faire de la recherche augmentée à l'IA. Donc, on va aller récupérer des articles, on va pouvoir télécharger des documents PDF. Et après, ce qu'on va pouvoir faire, typiquement, c'est utiliser d'autres outils. Donc là, vous voyez, hein, je suis en train de récupérer l'article qui a été cité dans la réponse qui a été générée par Consensus. Je vais pouvoir télécharger tout simplement le document PDF ici. Voilà, donc je clique sur de télécharger le document PDF. Je vois en effet, il y a d'autres outils comme SciSpace, etc., qui font à peu près la même chose, hein. Donc on en parle dans les formations, mais ici je me suis focus sur Consensus, mais globalement d'autres outils font pareil, hein. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais pouvoir poser un regard critique sur ce qui a été proposé par l'IA, je vais pouvoir télécharger les articles qui me paraissent intéressants, et je vais récupérer une base documentaire qui va me permettre ensuite de travailler et d'aller plus loin, de faire de l'analyse comparative ou ce genre de choses. Consensus, très bon pour chercher. Si on veut aller faire de l'analyse comparative, après, typiquement, moi j'utilise d'autres systèmes. Vincent en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ici, on a un système qui s'appelle NotebookLM. Le concept est assez simple, hein. J'ai récupéré les articles que j'ai trouvés sur Consensus, donc les documents PDF. Je les intègre dans ce qu'on appelle un notebook. Donc c'est Google qui a proposé cette solution. J'ai mis des documents PDF ici, mais on peut mettre énormément de choses différentes. Et le gros intérêt ici de notre bouquet c'est quoi? C'est que je vais pouvoir mettre les articles qui m'ont intéressé. Je vais pouvoir ensuite poser des questions à ces articles et me limiter. Alors, je vais avancer un petit peu. Hop. Voilà. Je vais pouvoir ici utiliser la zone de discussion au milieu pour discuter d'une certaine manière avec mes articles et pouvoir comparer des éléments, pouvoir revenir sur certains points, etc., etc. Donc c'est assez intéressant parce que ça vous permet comme ça de croiser des informations, voire même générer des rapports qui se basent uniquement sur ces articles. Donc ça vous fait un premier jet, voilà, une première, un premier travail sur ces documents que vous avez sourcés avec votre intelligence humaine. Ici, on utilise l'IA générative vraiment comme un outil qui vient outiller le chercheur et le scientifique qui veut travailler sur des articles pour potentiellement aller plus loin. Le truc qui est très sympa avec notre bouquet LM, c'est que quand vous posez une question, alors j'avance un peu, ici voilà, j'ai posé une question, le système réfléchit, il va me proposer une réponse et cette réponse va être sourcée. Donc il va me dire, telles informations, je les ai trouvées dans tel article, à tel endroit. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que vous pouvez derrière plus facilement aller revérifier tout ça et vous assurer de la cohérence et de la pertinence des informations qui sortent de ces systèmes. Ici, vous voyez, j'ai une réponse à ma question qui est basée uniquement sur les articles. Et puis, quand je vais cliquer sur les petits numéros, on va me dire, voilà, telle information vient de tel document et ça a été trouvé à telle page ou à tel endroit du document. Donc, assez intéressant. Vincent parlait aussi tout à l'heure de l'IA dans la productivité, qui est aussi un usage assez intéressant. Vous voyez que cet outil vous permet bien entendu de travailler sur des aspects de recherche et de veille, vous permet également, et je vais vous montrer tout ça à la fin, de générer des petites choses qui peuvent être assez sympathiques quand vous avez des présentations à faire, par exemple, ou que vous souhaitez, par exemple, créer des résumés audio ou vidéo. Ici, ce que je vous montre, et je vais vous faire écouter ça, c'est une vidéo qui a été générée, qui dure 5 minutes. Donc j'ai cliqué sur générer une vidéo, je l'ai un petit peu prompté, mais c'est rien de très complexe ici. Et en fait, ici, ce qu'il y a, c'est en résultat, c'est une vidéo de 5 minutes qui va se baser uniquement sur les documents qui sont à l'intérieur de ce notebook, comme un dossier finalement sur votre ordinateur. On va écouter un petit peu la qualité, notamment de l'audio qui sort de tout ça. Vous allez voir que c'est assez bluffant et que ça vous donnera, j'imagine, quelques Fait idées. le plus de vagues. Alors, cet outil si puissant, est-ce un allié pour apprendre ou au contraire un ennemi? C'est le débat vraiment passionnant qu'on va décortiquer ensemble. La question a l'air simple comme ça, mais ses implications, elles, sont énormes. D'un côté, on pourrait voir l'IA comme une sorte de tuteur personnel révolutionnaire, disponible 24/7 pour chaque... Donc là, vous voyez, hein, enfin, vous voyez et vous entendez, ces slides commentés, là, ça a été généré 100% par une intelligence artificielle générative en se basant uniquement sur les sources que j'ai données. Donc j'ai un contrôle, moi, être humain, sur le système et je peux, d'une certaine manière, comparer tout ça. Il y a la même chose en mode podcast, donc uniquement l'audio. L'IA générative s'intègre dans l'éducation. On va analyser son impact sur les élèves et puis les questions éthiques que ça pose. Oui. Alors, allons-y. Un premier point important, c'est Donc la qualité est plutôt intéressante, je trouve, et ça, voilà, je pense que ça vous donnera des idées, même en termes de, pourquoi pas, de présentation de documents ou de choses que vous rédigez. D'une certaine manière, ça permet
de varier un petit peu les formats que vous pouvez avoir. Vous voyez même qu'on peut faire des cartes mentales, des fiches d'apprentissage, des quiz. Donc c'est un outil assez puissant, me semble-t-il, et je trouvais intéressant de vous le montrer ici dans une démarche d'utilisation en recherche et veille. Donc ça, c'était pour la partie exemple d'utilisation en recherche et veille. Hop, je vais juste remettre ça comme ça, magnifique. Hop. Et on va avancer un petit peu puisque ouais, le nom du logiciel ici, c'était le Notebook LM qu'on a montré. Le premier consensus pour faire de la recherche augmentée à l'IA, le second Notebook LM. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, enfin, la base. En tout cas, c'est ce qui est important de comprendre au départ dans l'IA générative, c'est comment ça fonctionne, quels outils on peut mettre en œuvre et à quoi ça peut bien servir. Donc là, ici, c'est un exemple assez concret là-dessus. Quand on veut aller un petit peu plus loin, quand on a déjà fait des premières formations, quand on a commencé à travailler sur l'IA générative, pourquoi pas quand on a commencé même à l'intégrer et à le transposer dans ses pratiques professionnelles, la question qui se pose très souvent, c'est la suivante, c'est finalement comment je fais en sorte d'aller plus loin? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Comment je diffuse cette vision de l'intérêt croissant de l'IA générative dans mon organisation? Et donc là, il y a deux premières solutions, enfin deux solutions, c'est pas des solutions, mais il y a une première approche ici qui est l'approche du référent IA. C'est ce qu'on travaille depuis quelques temps avec Rhythm notamment, c'est d'accompagner en fait les structures à identifier ce qu'on appelle des référents IA qui seront là pour, je vais dire prêcher la bonne parole, je sais pas si exactement c'est le bon terme, mais en tout cas pour faciliter, accompagner, former et rester en veille. Et être capable finalement, un peu comme un champion de l'IA, de diffuser des bonnes pratiques. Donc faciliter, c'est faciliter l'adoption de l'IA au sein de l'équipe. Donc tout simplement en faisant par exemple des petits points de temps en temps, de 10-15 minutes pour accompagner, pour aider à la prise en main. Il y a la formation, bien entendu, où là on va un peu plus loin avec la montée en compétences sur certains outils et certaines techniques. Il y a l'accompagnement et le partage, je dirais, c'est l'idée d'avoir un référent dans son organisation qui est présent pour organiser ces temps de partage et d'échange, bien sûr au travers de temps de réunion, de temps synchrone ou même pourquoi pas de temps asynchrone, en créant par exemple des communautés dans lesquelles finalement les personnes de l'équipe vont pouvoir tout simplement venir partager ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont essayé. Donc ça va être du retour d'expérience, ça a marché, ça a pas marché. Bon, l'IA, c'est clairement pas un outil magique, donc il faut faire vraiment attention à son utilisation et c'est intéressant comme ça de pouvoir échanger, je dirais, de pouvoir échanger avec les personnes de son équipe sur des usages typiquement qu'on va avoir. Et puis bien sûr, il y a rester en veille, hein. L'IA générative, Vincent en a parlé au tout début avec notamment le graphique qui vous a montré. L'IA générative, ça évolue très vite. C'est sorti, on va bientôt fêter les 3 ans de ChatGPT. Le graphique qui vous a montré, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il s'arrêtait en janvier 2025 et vous voyez déjà que la courbe dépassait des niveaux assez importants en termes cognitifs, hein. On arrivait à des niveaux master, voire PhD sur certains tests et sur certains benchmarks. Aujourd'hui, on est en octobre 2025 et vous vous en doutez, on est beaucoup plus haut. Les modèles évoluent, les modèles progressent et donc de nouveaux outils apparaissent un peu tout le temps et donc c'est important de rester en veille. Et donc ce qu'on veut aussi pousser comme chose importante dans cet aspect référent IA, c'est ça, c'est finalement comment faire en sorte de rester en veille et de coller aux tendances. Alors ici, je vais vous montrer, moi, deux outils que j'utilise qui me permettent de faire de la veille automatisée. Ça fait partie du référent IA, puis en même temps, ça nous permet de vous montrer aussi d'autres outils qu'on utilise au quotidien et qui nous paraissent intéressants de vous montrer. Donc je vais aller sur une autre vidéo ici. Hop, nous y voici. Je vais vous montrer deux outils. Alors, qui sont ici utilisés, le premier dans une version payante. Perplexity, c'est peut-être un outil que vous connaissez, qui est un peu le meilleur des deux mondes entre Google et ChatGPT, hein. On va voir un petit peu comment ça peut marcher. Et puis, on aura après ChatGPT aussi en version payante pour vous montrer un usage un peu avancé de ce qu'on peut faire. Ici, Perplexity, bon, comme je disais, c'est un outil, le meilleur des deux mondes entre Google et ChatGPT, et il y a une fonctionnalité qui est intéressante, c'est celle que vous voyez à l'écran, c'est la fonctionnalité tâche. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. En fait, tâche, ça vous permet finalement, de manière assez simple, de lancer des prompts, typiquement des prompts pour faire de la veille, c'est ce que je suis en train de faire ici, qui vont se lancer automatiquement à une fréquence que vous allez définir. Donc par exemple, moi je l'utilise de la manière suivante, hein. J'ai rédigé un prompt, le prompt que vous voyez à l'écran. Et en gros, ce que je veux et ce que je demande à Perplexity, c'est que toutes les semaines,
ils agissent comme un assistant de recherche et qu'ils m'identifient des publications scientifiques sur les sujets d'intérêt. Moi, mes sujets d'intérêt, c'est l'IA générative dans le monde de la formation, dans le monde de l'éducation, de la science de l'éducation, de la pédagogie. Et donc, je lui dis, voilà, j'ai besoin que toutes les semaines, tu analyses ce qui est sorti en termes d'articles de recherche, de préprint, de papiers de conférence, que tu priorises ta recherche sur des sources académiques comme Google Scholar, ARXive, Semantic Scholar, etc. Et que pour chacune des publications que tu considères comme étant pertinentes, bah, tu me donnes la source et que m'expliques un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette publication. Donc typiquement ici, ce que je lui demande, c'est le titre de l'étude, les auteurs, la source, la date de publication, un résumé, une pertinence, avec une espèce d'analyse sur pourquoi il considère que ce papier est intéressant, et le lien qui me permet d'y arriver. Et puis bien entendu, ce que je vais lui demander ensuite, hop, je vais lui dire, voilà, moi je veux ça toutes les semaines, le lundi à 8 heures dans ma boîte mail. Donc je vais pouvoir paramétrer. C'est pas un paramétrage très compliqué, hein, c'est ce que je suis en train de faire ici, voilà. Je rentre que tous les lundis matin à 8 heures, ce que je veux ici, c'est d'avoir dans mon application, ou par email, ou par mobile, ou seulement un des trois, je veux avoir quelque chose qui arrive dans ma boîte mail avec une analyse qu'il aura fait sur ses recherches de la semaine. Ça, c'est des systèmes tout intégrés qu'on voit de plus en plus arriver. Bon, Perplexity, quand vous êtes sur des sujets très scientifiques, très précis, c'est pas forcément l'outil de recherche le plus adapté, mais c'était pour vous montrer aussi que bah, les outils avancent et finalement, au-delà de l'avancée des outils, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des outils qui permettent des automatisations maintenant. Alors, ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est des outils avancés, comme par exemple ici, vous voyez ChatGPT. Je suis sur une version payante de ChatGPT. J'utilise une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité agent. Et je vais faire un prompt. Soit un expert de la veille scientifique. J'aimerais que tu réalises une recherche fine d'articles scientifiques parus entre début juin 2025 et aujourd'hui sur la thématique de l'impact de l'IA générative sur le monde de l'éducation. Et là, ce que va faire ChatGPT, en réalité, c'est qu'il va faire un petit peu mon boulot. C'est-à-dire qu'il va, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est une espèce d'ordinateur virtuel. C'est-à-dire que je laisse la main à ChatGPT pour atteindre l'objectif que je lui ai fixé. L'objectif que je lui ai fixé, c'est retrouve-moi les papiers intéressants. Je le laisse faire. Il prend la route qu'il veut. Alors, les IA avant, c'était beaucoup, on prompt avec des process très précis, etc. Mais il faut l'amener à l'objectif final. Là, maintenant, on lui donne un objectif et on le laisse faire. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut toujours une intelligence humaine sur le système, il faut toujours cadrer un petit peu tout ça et bien sûr vérifier les informations qui ressortent. Mais à la fin, alors j'ai fait un petit stop à un moment, mais à la fin, voilà ce que vous récupérez. Vous récupérez un joli rapport avec les différents articles scientifiques qui ont été sourcés entre juin et octobre 2025, les liens, les résumés, etc., etc. On a même la source d'où ça vient, à quelle date ça a été fait, et on a différents ici catégories, puisqu'il a catégorisé le rapport selon les revues, les articles, les préprints, etc. Et il m'a même fait une analyse globale de l'ensemble de ces documents pour que j'ai une vision d'ensemble sur tout ça. Je peux récupérer bien entendu toutes les sources. C'est ce que vous voyez ici. Voilà, j'ai cliqué sur une source, ça me permet d'y accéder. Donc là, c'est des prompts assez rapides que j'ai fait, bien entendu. Si on veut aller plus loin, je vois beaucoup de questions dans le chat, on y répondra après. Bien sûr qu'il faut définir très, très clairement ces sources. Et c'est une autre méthode que la première que je vous ai montrée avec Consensus et NotebookLM pour faire de la recherche et là, d'une certaine manière, un peu plus automatiser sa recherche. Voilà pour cette deuxième phase de démonstration. Donc, on est vraiment dans la partie de référent IA. Et puis, l'idée derrière, c'est d'aller encore plus loin. Et aller encore plus loin, c'est finalement réfléchir à des stratégies de déploiement et réfléchir à plus grande ampleur au déploiement de l'intelligence artificielle générative dans son entité, dans son organisation. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit, enfin, d'avoir une personne ou plusieurs personnes, un groupe de travail qui soit ambassadeur en IA et qui réalise les actions que vous voyez ici à l'écran, qui puisse analyser des opportunités, cartographier des applications de l'IA générative, on va en reparler juste après, prototyper des solutions, faire des tests, expérimenter, voir si ça fonctionne pas, pour l'intégrer ou non dans ses pratiques professionnelles. Réfléchir à une stratégie de déploiement, autant sur les aspects financiers que formation, que technique, mais voilà, avoir une vision stratégique un peu plus long terme, et puis bien sûr, animer une réflexion plutôt collective, en mode collaboratif, collaborer avec son équipe sur tout ça, et l'idée à terme de ça, c'est quoi? C'est bien entendu assurer l'adoption de la technologie au sein de l'entité. Alors là, je ne vais pas vous faire de démonstration d'outils, on va revenir sur l'intelligence humaine, mais ça, c'est typiquement
les outils, les canevas en fait qu'on va utiliser quand on travaille avec des entreprises, quand on fait de l'accompagnement de sociétés sur analyser les impacts et essayer de cartographier les usages, et ben on utilise voilà ici un atelier qui s'appelle l'atelier cartographie et qui a pour objectif finalement de faire réfléchir les équipes ensemble et de les faire travailler ensemble sur des cas d'usage, d'être capable sur le canevas de gauche ici de classer ces cas d'usage selon leur niveau d'impact et leur niveau de complexité en termes de mise en œuvre. Et puis, une fois qu'on a fait ça, de pouvoir prioriser, de pouvoir tester pourquoi pas avec des POC, et ensuite de pouvoir surtout réfléchir à, bah voilà, pour chaque cas d'usage, comment ce cas d'usage, enfin, réfléchir à 360 degrés autour de ce cas d'usage. Qu'est-ce que ça va transformer? Quel va être le processus, le workflow, comment on va le mettre en œuvre? Quels vont être les critères de succès si on essaye de mettre en œuvre un nouveau cas d'usage d'IA dans son entité? Bah, comment on va dire ça marche ou ça marche pas? C'est OK, c'est pas OK. Quelles sont les technologies et les datas qu'on va devoir mettre en œuvre? Quels sont les risques également? Parce qu'il y a bien entendu des risques liés à la sécurité des données notamment, mais pas que. Et puis pour finir, enfin, il y a des gens qui vont utiliser tout ça, hein, des êtres humains qui vont utiliser ces solutions. Donc comment aussi on pense à eux, comment on les fait monter en compétences et comment on favorise ainsi l'adoption de cette technologie au sein de l'entité. Donc voilà ces trois temps, initiation, formation à l'IA, la partie de référent IA pour commencer à insuffler, je dirais, un premier souffle d'IA générative dans les entités, et puis pour aller un peu plus loin, quelque chose plutôt dédié, je dirais, à la stratégie à 360 degrés d'utilisation de l'IA et d'implémentation de l'IA dans les entreprises. Merci beaucoup Clément. Comme on le voit, des choses assez incroyables qu'on peut faire avec l'IA générative. Là, on a eu quelques exemples, et merci Clément pour ces exemples très clairs. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il y a plein de choses qu'on peut faire, beaucoup plus verticalisées, encore plus spécifiques en fonction de vos domaines d'activité, vos domaines de recherche. Mais pour bien profiter de ce potentiel, eh bien, il faut bien structurer son approche, utiliser les bons outils. J'ai vu beaucoup de questions passer sur la sécurité des données, et donc ça, c'est très lié aux outils. Donc là, il faut se renseigner sur les outils à utiliser et comment bien les utiliser. Donc, on va répondre à toutes vos questions. Alors, est-ce que j'ai toujours le contrôle de l'écran? Ça m'a l'air bon. Avant de répondre à vos questions, voilà, une conclusion très simple. Vous l'avez vu, c'est vérifié. Aujourd'hui, l'IA, c'est un super assistant pour les scientifiques. Il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits d'ailleurs en accès libre. Il y a évidemment d'outils qui sont payants. Il y a tout un panel d'outils à appréhender et qui permettent un gain exceptionnel de temps et de qualité sur ce qu'on va produire et sur les recherches qu'on va mener. Le deuxième point sur lequel on voulait, vraiment revenir et qui est peut-être le plus important, c'est, que pour bénéficier de ces outils, il faut les maîtriser. Donc il faut comprendre, faut connaître les outils, savoir lesquels utiliser, il faut comprendre ces outils, il faut savoir les utiliser, il faut savoir bien prompter, et tout ça, ça nécessite, d'être accompagné. Et enfin, et c'est aussi un point qui paraît important, il y a des cas d'usage de l'IA pour tous les niveaux. Que vous n'ayez encore jamais utilisé ChatGPT ou aucun outil d'IA générative, ou que vous soyez un utilisateur aguerri de plusieurs LLM, plusieurs outils d'IA générative, vous allez toujours pouvoir explorer des nouvelles choses. Clément l'a montré, ça évolue très vite. Il y a notamment voilà, le dernier exemple qu'a montré Clément, les agents, le computer use, qui permet d'aller cliquer sur un ordinateur et d'aller faire des recherches et d'aller cliquer sur les boutons, acheter votre billet d'avion, etc. Voilà, il y a des technologies qui sortent tout le temps, et c'est très important de rester en veille et il y a plein de choses à faire avec ces outils. Voilà, donc en un mot, nous, Rythme, vous l'avez compris, on accompagne les scientifiques. On organise cette série de webinaires via notre offre Efficience, qui est une offre d'accompagnement pour l'utilisation de l'IA par les scientifiques. Donc voilà, vous voyez rapidement à l'écran là notre programme d'accompagnement avec un accompagnement formation et conseil autour des différents sujets qui peuvent être les vôtres et pour pour tous les niveaux de maturité de nos clients. Donc, il y a les formations également métiers, scientifiques, parce qu'on est focus sur les scientifiques qui apparaissent à l'écran. Normalement, voilà, là, on met les dates des prochaines formations. N'hésitez pas, s'il y a des formations verticales, métiers qui vous intéressent, n'hésitez pas à en bénéficier. Donc, normalement, il y a un petit sondage qui devrait apparaître à l'écran si vous souhaitez nous dire par quelle formation vous êtes intéressé. Ça nous permettra, nous, potentiellement, de vous recontacter, ou en tout cas de savoir ce qui vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas à répondre à ce petit sondage. Et après ce sondage, on sera un plaisir de répondre à toutes vos questions. J'ai vu qu'elles étaient nombreuses. Voilà, prenez bien le temps de répondre.
Donc voilà, vous voyez à l'écran les différentes domaines scientifiques sur lesquels on accompagne nos clients. Et vous l'avez compris, on propose également un accompagnement plus transversal avec s'initier à l'IA, devenir référent IA, devenir ambassadeur IA, les 3 niveaux qui ont été présentés par Clément. Donc, prenez bien le temps de remplir les différentes informations. Voilà, donc normalement, le sondage devrait se clore et on va pouvoir passer à la réponse aux questions. Voilà, parfait. OK. Donc on voit qu'il y a un grand nombre qui est intéressé par la veille scientifique. Est-ce que ça a un rapport avec les présentations qu'on a fait? Peut-être, mais effectivement sur la veille, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis on voit qu'après, il y a des intérêts sur différents, voilà, un peu sur les différents sur toutes les formations, donc très intéressant. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu. Et puis, si je dis pas de bêtises, on va enfin pouvoir répondre à toutes ces questions, que vous posez, dans le chat. Hop. Alors, j'arrive bien. Donc, nous avons beaucoup de questions. Sandrine qui demandait, alors on avait Hugues qui demandait, voilà, comment à ChatGPT des idées, par exemple de pistes de recherche pour le sujet. Est-ce que les réponses restent publiques ou utilisables par une IA? Question très importante quand on sait la sensibilité des données de recherche. Clément, je te laisse peut-être répondre. Ouais, quand vous utilisez des outils, comme ChatGPT et comme tous les autres, hein, vous n'implémentez pas vos prompts et vos requêtes dans la fameuse boîte noire, hein. Cette boîte noire, elle est fermée, elle est cadenassée à triple tour pour éviter qu'il y ait des dérives, comme ce qu'on a pu voir chez Google en 2019 avec un chatbot qui a viré, voilà, du mauvais bord, je dirais, suite à l'injection de mauvaises données à l'intérieur. Donc ça, non. Mais en revanche, vous avez des paramètres de confidentialité à régler, puisque si vous faites des prompts et que vous n'avez pas décoché des cases dans les paramètres de sécurité de vos outils, il se peut que ces entreprises utilisent les différentes questions-réponses et les différentes communications que vous avez avec leur LLM pour entraîner les modèles futurs. Autre point qui est extrêmement important sur la sécurité des données, c'est que quand vous faites des prompts, quand vous envoyez des documents, typiquement, je vais prendre ChatGPT, mais ils fonctionnent tous pareil. Mais bon, encore plus ChatGPT parce que c'est américain. Quand vous envoyez des données, des documents PDF, etc., ça transite par des serveurs. Et ensuite, vous avez une loi qui est le Cloud Act aux États-Unis, par exemple, qui dit que n'importe quel moment, les services peuvent saisir ces informations sans même vous prévenir. Donc il faut être très précautionneux dans les informations que vous envoyez et en effet faire très attention à ces datas et en effet voir si dans vos institutions vous avez des solutions maison qui sont hébergées par exemple sur vos serveurs, ce qui augmente la sécurité des données. Voilà, on revient au choix de l'outil très important. Il y a tout un panel d'outils qui est disponible et donc ça fait partie des éléments importants à choisir quand on se lance dans l'utilisation de ces modèles. Merci Clément. Sandrine qui nous demande, alors je trouve cela très pratique, mais je résume en gros, il fait souvent des erreurs. Je lui dis non, je lui donne la bonne réponse. Que devient-elle? Donc j'imagine que devient la mauvaise réponse, la bonne réponse. Donc là, ça va dépendre des modèles, j'imagine. Il y a certains modèles qui vont utiliser vos données pour réentraîner leur prochain modèle et donc s'améliorer. Il y a d'autres modèles, je crois que Clément vient de le noter, qui s'engagent à ne pas utiliser justement vos données. Donc ça va dépendre des modèles. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter Clément, mais en gros, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Et en général, bon voilà, ce qu'on voit aussi dans les formations et les accompagnements qu'on propose avec Rythme, et notamment sur le prompt engineering, c'est comment bien rédiger des prompts qui visent en fait tout simplement à réduire la quantité d'hallucinations et d'erreurs potentielles. Et donc ça, c'est important de bien le comprendre, c'est que finalement, un prompt bien rédigé, c'est en effet des réponses plus pertinentes, et c'est surtout un taux d'hallucination qui baisse fortement. Voilà. Merci Clément. Donc ensuite, on avait plusieurs questions sur Consensus. Est-ce que c'est en libre accès ou pas? Alors ouais, tous ces outils-là, je vous ai montré Consensus. Il y en a d'autres, il en existe plein d'autres. Il y a SciSpace également. Il y a SearchRabbit qui existe également. Ce sont des outils en général qui sont ce qu'on appelle de type freemium, c'est-à-dire que vous pouvez les tester sur une version gratuite avant de vous engager sur une version payante. C'est pas des outils qui sont particulièrement chers et je pense ils peuvent être d'une certaine manière vite rentabilisés parce qu'ils apportent selon moi une réelle plus-value. En tout cas, à chaque fois que je fais ces démonstrations et les formations dans les entreprises, en général, bon, on voit vite la plus-value que ça peut apporter d'avoir des comptes pro directement sur ces outils. Merci Clément.
Alors, on avait une question de Sophie et qui était comment Consensus sélectionne les 20 sources initiales lorsqu'on fait une recherche. Ah bah, quand vous utilisez des outils comme Consensus, par exemple, alors si vous mettez des filtres, bien entendu, qui va prendre en considération les filtres que vous avez donnés, hein. Donc si vous mettez des filtres de date, a priori, il est censé vous sortir que des éléments correspondant aux filtres de date que vous avez donnés. Vous avez énormément de filtres disponibles, notamment dans la version payante sur mais ça va même aux méthodologies utilisées dans les articles. Donc ça peut être quand même très très précis. Et comment il sélectionne? Bah, il sélectionne en fonction de ce qu'il considère comme étant le plus pertinent. Et c'est là où on revient au tout début, hein. On- je pense que depuis 3 ans, on voit beaucoup, j'appelle ça le syndrome de l'objet qui brille. On voit beaucoup ces outils au JT de France 2 comme des choses un peu magiques et tout ça, mais en réalité, vous, être humain, vous devez être à la base, à l'entrée et à la sortie du système pour être capable de donner les bonnes infos et puis à la fin de poser un regard critique sur ce qui a été généré par les intelligences artificielles que ce soit ChatGPT, Mistral, Claude, et même des outils comme Consensus. Donc il y a toujours ce travail, mais on est plutôt dans une interaction ici avec l'IA générative pour pouvoir travailler avec elle et s'assurer qu'in fine, vous avez les meilleures réponses à vos problématiques à vous. Bon, clair. On a également Sandrine qui nous demande une question très importante, qui est ChatGPT invente quand même des réponses, des publications. Quels mots-clés peut-on ajouter pour éviter cela? Donc là, je pense qu'on revient sur l'outil et savoir l'utiliser. Donc, quel outil pour quelle application? Et on va parler, j'imagine, de prompt engineering, Clément? Ouais, exactement. C'est sûr que ChatGPT, là, je vous ai montré volontairement plusieurs outils, et ce qu'il faut bien comprendre de tout ça, c'est que il faut utiliser le bon outil pour le bon usage. ChatGPT pour faire de la recherche, bon, ça peut fonctionner, ok, surtout avec les fonctionnalités agentiques qui viennent d'arriver, avec la fonctionnalité que vous pouvez activer qui s'appelle recherche sur le web, mais c'est pas non plus le meilleur pour faire ça. Donc il faut faire très attention, et en effet, il peut y avoir des hallucinations quand vous faites de la recherche, hein. Je prends souvent l'exemple d'un avocat qui, au lancement de ChatGPT, a créé un plaidoyer en utilisant ChatGPT et en fait ChatGPT a carrément inventé des textes qui n'existaient pas. Donc on a gentiment dit à l'avocat c'est très bien écrit mais globalement tout ce que tu as listé c'est complètement faux donc au revoir. Donc faut être très précautionneux. C'est pour ça que je vous montre aussi d'autres outils parce que je considère aujourd'hui que typiquement pour des applications de recherche et des applications notamment de recherche scientifique, des outils comme Consensus, SciSpace, SearchRabbit et autres sont beaucoup plus performants, génèrent beaucoup moins d'hallucinations et sont en général plus pertinents pour vos recherches augmentées à l'IA. On revient aussi sur le prompt, hein, tu le disais Vincent. Le prompt, c'est aussi votre arme numéro un anti-hallucination. Bien prompter, c'est faire baisser le taux d'hallucination dans vos réponses. Il n'y a pas C'est forcément de important en effet. mots-clés d'ailleurs, hein, je reviens là-dessus, mais Oui, c'est bien expliquer le contexte, bien voilà, vraiment être au plus clair. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'hallucination, il est toujours possible que vous en ayez, mais en tout cas, il faut être relativement clair dans ces demandes pour espérer en avoir le moins possible. merci Clément. On a eu qui demande également quid de l'accès des IA à des documents protégés par du copyright? Et puis une question d'Élise qui est très liée. Est-ce que l'outil peut accéder à des articles payants? Alors non, en général, enfin, oui et non. Il peut avoir accès à des articles payants, en général peut-être aux abstracts ou à ce genre de choses. Si l'article typiquement est derrière un paywall, enfin non, ChatGPT ou d'autres outils comme Consensus typiquement vont pas forcément y arriver. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas listés dans les bases, mais ça veut dire que derrière, ce qu'on analyse, c'est très peu d'informations. Ça peut être la présentation du document ou des choses comme ça. Donc derrière, ça vous envoie, typiquement, Consensus peut vous envoyer vers des articles qui vont nécessiter en effet de payer ou de faire une requête pour avoir accès à l'article. Puis il y a d'autres méthodes un peu plus avancées qui consistent à configurer des IA génératives pour aller taper dans des bases de données payantes. Et donc là, on n'est plus sur du pur clé en main, mais c'est totalement faisable et c'est de plus en plus facile à mettre en place. De la veille automatisée sur des bases de données payantes, sur des articles protégés, si tant est évidemment que vous avez un abonnement et que la base de données a des API, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à la connexion avec des IA génératives. OK, on va passer voilà, je passe, juste un petit peu de questions parce qui ressemblaient aux précédentes pour passer au sujet d'après. Quel risque d'avoir des réponses stéréotypées ou uniformes au prompt? Risque de passer à côté d'autres publications intéressantes. Ah bah c'est sûr que quand vous utilisez ce type d'outil, enfin,
d'une certaine manière, vous recopiez un petit peu enfin, pas d'une certaine manière, c'est vous copiez les biais des données d'entraînement qui ont été utilisées pour entraîner les modèles. Donc forcément, au niveau des écrits, au niveau on parle de stéréotypes ou ce genre de choses, en effet, vous allez avoir des réponses qui sont parfois un petit peu stéréotypées. Alors comment sortir de ça? Il y a des méthodes de prompting, des modèles de prompting qui visent euh, par exemple à aller sur sur des recherches un peu plus spéciales et à éviter ce type de stéréotypes. Donc c'est voilà, des modèles qu'on enseigne dans les formations et qui visent justement à montrer que finalement la tournure de la question peut aider, enfin en tout cas pas aider, mais accompagner le modèle dans des réponses un petit peu différentes et moins stéréotypées peut-être. Merci Clément. Alors une question de Philippe qui est très importante et qui revient et qui doit revenir, qui est la question de l'impact énergétique que l'IA Ouais. générative va avoir. Donc Clément, qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Bah, ce que je peux dire sur le sujet, c'est qu'il faut être très précautionneux avec les études qu'on croise actuellement. Il va y avoir dans pas très longtemps, c'était prévu pour début octobre, je ne l'ai pas encore vu passer, mais ça ne devrait pas tarder, une étude du Shift Project, donc qui va sortir sur justement l'impact écologique des outils d'IA. La dernière étude qui est sortie, c'est une étude de Mistral, qui est sortie cet été, qui a été très transparent sur ces chiffres. Mais globalement, tout ce qu'on voyait avant, c'était des études qui étaient soit des études faites à partir d'hypothèses très hypothétiques, dirons-nous, soit faites par Google pour les modèles de Google. Donc on peut se poser aussi la question ici de la transparence et de la qualité des données. Donc, il faut toujours être très précautionneux avec ça. Allez voir si ça vous intéresse. Je pense que c'est la chose la plus à jour aujourd'hui. La publication que Mistral a faite cet été sur justement les modèles avec une espèce d'analyse de cycle de vie de l'utilisation de l'IA générative, vraiment de la construction des bâtiments, l'utilisation des serveurs, l'entraînement des modèles, l'utilisation des modèles, etc., etc. C'est sûr que ça va avoir un impact fort. La semaine dernière, ChatGPT a dépassé les 800 millions d'utilisateurs. Donc même si la quantité d'énergie requise et la quantité de gaz à effet de serre émis quand on utilise ces modèles par requête diminue, on voit qu'il y a de plus en plus de requêtes, et je pense que ça va continuer à augmenter, de plus en plus de requêtes qui sont réalisées, et donc en effet, il y a un impact quand même assez conséquent. Donc en gros, ayant en tête que de meilleurs prompts, ça vous évite de refaire du ping-pong avec les IA, donc ça limite d'une certaine manière votre impact, votre empreinte carbone à vous, et d'autre part, gardez aussi en tête que les modèles qu'on va voir arriver dans les années à venir seront des modèles, en tout cas tout le monde tend vers ça, qui sont des modèles miniaturisés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des gros génériques comme ChatGPT qui sont capables de vous répondre globalement à tout, vous allez pouvoir, je pense dans quelques temps, avoir des modèles ultra spécialisés sur des domaines très spécifiques, ce qui coûte aujourd'hui très cher à développer, mais je pense que dans quelques temps ça le sera beaucoup moins, et ça vous permettra d'avoir des modèles qui sont en local, pourquoi pas, et au-delà du local, qui sont beaucoup plus petits, plus miniaturisés, et donc qui consomment beaucoup moins d'énergie. Merci Clément. Donc à utiliser comme toute technologie d'ailleurs avec parcimonie voilà, pour ce faire. Tout à fait. On a Cécile qui nous pose une question peut-être un peu plus concrète, mais tout aussi importante. Est-ce que nos formations sont éligibles au compte CPF? Je réponds que oui, c'est le cas. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. On va répondre à une dernière question. On doit malheureusement couper. Pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à nous écrire. Normalement, il y a mon mail qui devrait apparaître hop, sur voilà, parfait. Sur la slide, donc moi je suis Vincent Écolant, mon mail apparaît vcollant@rythme.com. N'hésitez pas à m'écrire maintenant, dans la foulée, dans l'après-midi ou plus tard. Je me ferai un plaisir de répondre aux questions sur lesquelles on n'a pas pu répondre. Donc je vais lire une dernière question qui est très liée à notre activité chez Reed, c'est est-ce que les outils d'IA générative peuvent être liés avec des logiciels de gestion bibliographique, type EndNote, Zotero, Mendeley, Citavi, etc. La réponse est oui, évidemment. On peut derrière utiliser l'IA générative pour récupérer des données, des publications, des brevets, etc. pour ensuite les classer, les trier dans des logiciels de projet, type EndNote, Zotero, Mendeley, Citavi, etc. De façon générale, je dirais que les IA génératives sont très interopérables. C'est d'ailleurs ce qui en fait leur grande force. On peut assez facilement configurer des outils d'IA générative et les mettre en lien avec d'autres logiciels et donc bénéficier de la puissance de l'IA générative dans d'autres logiciels d'analyse statistique, de gestion bibliographique, etc., etc. Voilà, on va devoir couper. Merci à tous pour votre participation. Merci pour vos questions très intéressantes. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire pour poser vos questions ou pour avoir plus d'informations sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer avec Rythme.
Un immense merci à Clément pour cette intervention très claire et très enrichissante. Merci à vous. Très bonne journée à tous, bon appétit, je crois que c'est l'heure. Et puis hâte de vous recroiser ici ou ailleurs. Très belle journée À à tous. bientôt. Au Bonne revoir. journée.